une demi-heure. Je me réjouis de vous retrouver dans la boîte. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux autres de rester. La boîte est vaste, elle peut accueillir beaucoup de monde. Si nous survivons à cette soirée avec Frédéric Livins, vous pourrez continuer d'inviter vos connaissances pour que plus personne ne soit triste ou seul le jeudi soir. Un petit mot sur le fonctionnement pour ne laisser personne au bord du chemin dans le noir à la portée d'une hache perdue. Si vous êtes sur Discord, nous pouvons voir vos questions et vos réactions en temps réel via la chatroom. Et si vous écrivez des questions ou des commentaires, eh bien, nous tenterons d'y répondre au maximum, c'est la top priorité. Fred et moi-même, on s'y engage. Si vous n'avez pas de questions, pas de réactions ou pas de clavier, vous pouvez simplement écouter la discussion paisiblement. Par ailleurs, et si les dieux de l'informatique sont avec moi ce soir, cette rencontre est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la boîte. Bonsoir à tout le monde sur YouTube, j'espère que vous êtes confortablement installés. Ce soir, la boîte ouvre son couvercle pour fêter Halloween en compagnie d'un maître de l'horreur, Frédéric Livins. Jongler avec nos peurs, c'est son hobby, nous empêcher de dormir aussi, et il fait ça avec brio depuis de nombreuses années. En gros, si vous aimez l'univers de Stephen King, de Lovecraft, de Dean Koontz, de Clive Barker, de Graham Masterton ou de Patrick Sénécal, on peut dire que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et cerise sur la citrouille, Bou Nader nous fera l'honneur de lire en intégralité une courte nouvelle de Frédéric Livins pendant notre soirée. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais avant tout, et vu qu'on ne change pas une bonne vieille habitude, je vais laisser notre invité se présenter brièvement grâce aux six faces de la boîte et au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je vous souhaite un bon amusement, une très bonne soirée, loin de tous les problèmes qu'on voit aux infos. Bonsoir Frédéric Livins, merci d'avoir accepté mon invitation. N'hésite pas à activer ton micro, ce sera beaucoup plus facile de parler. Voilà, moi je ne sais plus rien faire. Super. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors écoute Désolé, Fred, un petit problème de... Voilà. il n'y a pas de problème ici, il n'y a que des solutions monsieur. Une question, donc Fred, si tu étais, eh bien en parlant d'une question, une question que tu détestes qu'on te pose, quelle serait-elle? Quel est mon plan de carrière? Ça, c'est une question qui m'horripile terriblement. Tout simplement parce que je n'ai aucun plan de carrière vu que c'est juste du plaisir. Et c'est une question qu'on me demande souvent avec vous comptez un jour en vivre? Non. Voilà, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement dans l'imaginaire des lecteurs. On s'imagine toujours un auteur célèbre avec une villa à Saint-Tropez et un yacht. Je n'ai pas de villa à Saint-Tropez, j'ai pas un yacht, j'ai juste une maison sous hypothèque. Donc voilà, ça, c'est le genre de questions qui m'horripilent un petit peu. Ouais. Ok, je la barre de ma liste, c'est promis. Je ne l'avais pas mise. Un livre de chevet, si tu étais un livre de chevet. Un livre de chevet. Oh, si j'étais un livre de chevet, ben, je prendrais le Djinn de Graham Masterton ou Catacombes de Brusselot. Un auteur, si tu étais un autre auteur que toi-même. Graham Masterton sans hésiter parce que c'est mon idole depuis que j'ai 12 ans. Donc Graham Donc, je pense que vous commencez déjà à comprendre dans quelle ambiance on va être, mais si tu étais un format, donc poche, grand format, e-book, audio, autre, que choisirais-tu? Je dirais poche parce que ça permet d'allier le format papier que j'affectionne, c'est peut-être dû à mon grand âge, mais l'e-book, je le considère pour des raisons pratiques qui permettent de ne pas abîmer les livres lors des transports en commun et tout ça, donc c'est vrai que c'est chouette, mais pour moi, rien ne remplacera jamais le papier, et je dis en format poche parce que c'est facile à transporter et ça a un prix peu élevé, ce qui permet au lecteur de découvrir les univers des auteurs sans prendre de gros risques financiers parce que c'est vrai que des briques à 25 euros, c'est parfois assez difficile pour le lecteur de prendre ce risque-là. Si tu étais un salon du livre, parmi tous les salons, c'est un petit clin d'œil à tous nos amis organisateurs de salons qui malheureusement galèrent pour l'instant. J'hésite entre deux et ils ont tous les deux lieu dans la même ville. C'est Outre les légendes ou Mons Livre parce que à Mons c'est toujours une ambiance de fou. J'adore franchement. Et c'est deux salons où le public est super curieux, super réceptif, prend vraiment le temps de parler avec les auteurs et tout. Donc ce serait un de ces deux salons-là parce que j'adore. Alors j'ai une vague idée de ce que tu vas répondre, mais si tu étais une maison d'édition. C'est ma édition.
parce que c'est une maison à dimension humaine. Michael, j'ai la chance qu'il fasse partie maintenant de mes amis proches. C'est quelqu'un de vraiment passionné, de vraiment extraordinaire, qui n'a pas peur de se lancer dans des projets qui sortent des sentiers battus. C'est quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur. Voilà, c'est ma édition parce que c'est une maison dans laquelle, je dis toujours, on n'est pas des auteurs travaillant côte à côte, on est comme les membres d'une famille. Donc parfois on se marre bien, parfois on se chamaille, mais au final on se retrouve toujours auprès de la même passion qui nous rassemble, c'est le livre. Et si tu étais un rayon dans une librairie? Et je pense aussi à eux, petit clin d'œil, parce que c'est pas facile non plus, pour le coup. C'est clair que pour les libraires, pour le moment, c'est un petit peu la cavalcade infernale avec toutes les décisions qui se prennent. Bah, ce serait évidemment le rayon fantastique, parce que c'est le rayon, depuis que je suis enfant, dans lequel je passe tout mon temps de librairie, c'est dans le rayon fantastique. C'est pas par manque d'ouverture d'esprit, hein, j'ai lu plein d'autres trucs, mais c'est vraiment ce qui me fait kiffer à mort, c'est le fantastique. Donc voilà, rayon fantastique. Et si tu étais un marque-page original? Quelque chose pour Un un marque-page marque-page, original, oui. j'aime vraiment bien les marque-pages que font la maison d'édition Elixiria. Ils ont toujours comme ça des petites idées pour rajouter quelque part une valeur à l'objet marque-page. Donc ça peut être un marque-page métallique, ça peut être plein d'autres choses. Franchement, ouais, je dirais les marque-pages métalliques, j'aime vraiment bien. C'est super classe, c'est super pratique, ça se déchire pas. J'aime vraiment bien. Voilà. Un endroit où lire. Un endroit où lire, ben, je dirais mon salon, parce que c'est la pièce de vie. Donc c'est vrai que quand les enfants sont là, lire dans le salon, c'est tout sauf évident. Mais quand je suis tout seul, m'allonger dans le divan avec un bouquin ou m'asseoir à la table avec une BD ou un gros livre, franchement, j'adore. Donc le salon, une pièce de vie. Si tu étais un signe de ponctuation. Un signe de ponctuation, ben, je dirais le point d'exclamation, parce que c'est quelque chose qui rajoute de l'emphase, qui fait que ça vit. Et je suis quelqu'un qui a énormément de mal à rester en place et qui est parfois un peu bruyant, parfois même un peu trop bruyant en salon. Mais voilà, je dirais un point d'exclamation. Alors, on va revenir un petit peu dans les salons du livre, mais si tu étais le voisin de salon de quelqu'un, ce serait de qui dans tes rêves? Si tout était possible. Ah, dans mes rêves, dans mes rêves, tu me places avec Graham Masterton à gauche ou à droite et Serge Brussolo de l'autre côté. Et là, tu ne m'entends pas pendant toute la journée tellement je suis impressionné. Mais voilà, j'ai déjà eu la chance de signer avec Graham Masterton. Et au début, heureusement que c'est quelqu'un de très gentil, de très abordable. Parce qu'au début, je ne savais pas quoi dire tellement j'étais impressionné. Et si tu étais une musique, une bande son de tes livres par exemple, tu nous Une choisirais bande quoi? son de mes livres, bah, je prendrais la bande son de l'Exorciste. Parce que c'est une bande son que je trouve hyper flippante. Tout en ambiance, franchement, elle est magistrale, tout simplement. Et ça reste un des meilleurs films de tous les temps. Et si tu étais une langue, tu choisirais laquelle? Je choisirais l'anglais, parce que c'est une langue que j'affectionne, j'adore la parler. La lire, malheureusement, j'ai beaucoup de mal, c'est assez amusant. Mais l'anglais, parce que c'est la langue internationale, je crois que tout auteur, petit ou grand, rêve d'être traduit en anglais de toute façon un jour. Et pour terminer, une petite dernière, une police de caractère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente? Ah, j'aime bien la chiller, ouais, parce qu'elle elle est censée faire peur, tu vois, elle a quelque chose d'assez creepy. Ouais, donc la chiller, elle me plaît assez bien. Il y a toujours le Times du roman ou le Calibri qui revient parce que c'est classique. Mais la chiller, j'aime bien son côté un peu sale et dégoulinant. Ouais, j'aime bien. Eh bien, écoute, je te propose, et je vous propose à tous de passer à la question qui déboîte. Alors, entrons dans le vif du sujet. Que feriez-vous si du jour au lendemain, tous les gens qui vous entourent apparaissaient défigurés, brûlés? Quelle serait votre réaction si votre fille se liait d'amitié avec un ami pas si imaginaire que cela? Auprès de qui chercher de l'aide quand votre famille se fait déchiqueter sous vos yeux par les créatures qui se tapissent dans les ténèbres? Vous l'aurez compris, Martine à la plage, c'est la porte à côté. Je viens de vous lire une partie de la quatrième de couverture du livre Les Contes d'Amy. Et le thème de ce soir pourrait se résumer assez simplement par cette phrase. Alors comme ça, Fred, on a décidé de faire peur au lecteur. Alors je ne vais pas faire celui qui se demande comment on en arrive là, hein, je suis assez mal placé, mais je me demande pour commencer cette question qui déboîte, comment toi, Frédéric Livens, tu en es arrivé là?
Tout simplement en lisant. Voilà, quand j'ai découvert, je vais revenir sur les deux romans que je citais tantôt, Catacombes de Bruxello et Le Djinn de Masterton, ils m'ont tellement foutu la trouille et j'ai tellement adoré ça que je me suis dit, punaise, j'aimerais bien être capable de faire la même chose. Alors, c'est comme ça que j'ai pris la plume. Et mes premiers textes n'avaient absolument rien de fantastique, vu que mon premier texte était un poème, voilà, on peut rigoler, qui s'appelait Ode au canal, parce que c'était un poème en hommage au canal auprès duquel, quand j'étais enfant, j'adorais aller balader à bicyclette et lire tranquillement mes bouquins. Quand il faisait beau, hein, on est en Belgique quand même. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait de la poésie aussi, mais mon premier roman, après, ça m'a donné envie de sombrer directement dans le sombre, et mon premier roman était un roman noir. Et le troisième, c'était là que j'ai commencé à emboîter avec le fantastique, parce que ça s'est fait naturellement. Donc l'envie de faire peur aux gens, ou tout au moins de les déstabiliser, pas forcément de faire peur, mais de créer une ambiance malsaine qui déstabilise un petit peu les gens. C'est ça que j'aime bien. Est-ce qu'il y a une recette pour faire peur aux lecteurs? J'ai envie de dire non. En fait, il y a des mécanismes qui sont toujours les mêmes, quels que soient les auteurs. Les auteurs vont jouer sur l'essence des lecteurs, sur ce que le lecteur connaît bien. Il y a des peurs qui sont collectives, de toute façon. La peur de la mort, de la maladie, de la perte d'un être proche. Ça sont des valeurs sûres. C'est quelque chose. Il faut trouver ce à quoi le lecteur peut s'identifier. Et souvent, le lecteur peut s'identifier à nos propres peurs. Et jouer beaucoup sur les cinq sens, la vue, l'ouïe. C'est toujours ce qu'on ne voit pas qui fait le plus peur. Donc, jouer sur les sens comme ça qui sont hors de portée de vision, un effleurement ou un son, une porte qui claque, un bruit de pas à l'étage. C'est toutes des choses qui sont ultra classiques, mais que les auteurs doivent apprendre à mettre à leur sauce, quoi. Mais donc, voilà, c'est des choses auxquelles les lecteurs peuvent s'identifier. Alors, tu le dis, hein, tu aimes jouer avec les peurs des autres, mais toi, par quoi es-tu effrayé? Je me posais cette question. Je suis claustrophobe. Donc, si tu veux m'effrayer, tu m'enfermes dans une pièce où je ne sais pas sortir, et là, c'est la crise d'angoisse totale. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Et que tous les salons que je fais de dédicaces, jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant que je n'essaie l'hypnose, je les faisais sous Xanax. Donc ça ne se voit pas comme ça parce que je suis toujours super joyeux, super content et tout. Mais il faut savoir qu'avant de partir en salon et de faire la route, je dois prendre un Xanax parce que j'angoisse énormément. Une fois que je suis sur place, ça se dissipe, mais c'est tout le trajet de chez moi jusqu'au salon, c'est un véritable calvaire. Donc voilà, je suis claustrophobe et la peur de l'éloignement, qui arrive quelque chose sur la route. Voilà, c'est mes deux vraiment grosses faiblesses qui me font paniquer. Et tu les as déjà utilisés dans des livres ou c'est un projet ou tu préfères ne pas y toucher puisque ça te fait peur? Ah non, justement, c'est ça qui est marrant, c'est de toucher à ses propres peurs pour les mettre un petit peu par écrit. C'est une forme de catharsis aussi. La peur de l'éloignement, je l'ai utilisée dans Matriarcat, dans mon deuxième roman, avec quelqu'un qui découvre que sa vie n'est pas ce qui lui semble en lisant le journal de sa mère qui est décédée. Donc ça, j'ai utilisé cette peur-là. Et la claustrophobie, je l'ai utilisée dans une nouvelle qui s'appelle Temps d'arrêt, qui est dans Suture, si je ne me trompe pas. Là, c'était enfermé dans un train. Et je l'ai réutilisé dans Ballon de chair, dans le recueil Elting Pot. Non, bien sûr, il faut jouer avec ses propres peurs. Alors, je vous le dis dans la salle, hein, sur Discord et éventuellement sur YouTube aussi, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Si vous avez un clavier, n'hésitez pas à nous dire. Ça m'intéresse de voir ce qui vous fait peur. Mais toi, Fred, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que ce sont les films, les livres, la vie d'une manière générale, puisque ce qui se passe est moche, hein, parfois? Est-ce que ce sont tes rêves, tes cauchemars, autre chose? Qu'est-ce qui t'inspire? Où tu vas chercher ce qui va se retrouver dans tes romans et tes nouvelles? Et tes poèmes, du coup. Mais en fait, c'est voilà, du coup. Non, en fait, c'est un peu de tout, en fait. Dans les poèmes, par exemple, tu vois, ça peut être des expériences de vie que moi j'ai vécues. À une époque, j'étais vraiment super mal dans ma peau, j'étais vraiment pas bien. Et donc, j'avais sorti un recueil de poèmes sous pseudonyme, qui est toujours disponible, mais je ne donnerai pas le pseudonyme, mais je donnerai juste le titre, qui s'appelle Déchéance de soi, avec des apostrophes. C'est tous des textes qui tournent autour du rejet de soi-même, du dégoût de soi-même et de l'envie d'en finir. C'est toujours joyeux en fait, hein. Sinon, les gens m'inspirent énormément. Je prends en temps normal, hein, pas en temps de pandémie, je prends le train. Donc je vais 3 heures par jour et observer les gens, c'est quelque chose de délicieux parce qu'ils ont tous des tics, ils ont tous des manières de parler, des manières de se tenir et tout. Donc observer les gens, c'est une source d'inspiration non-stop. La vie quotidienne peut m'inspirer aussi, mais je ne veux jamais utiliser de faits de l'actualité
parce qu'un fait de l'actualité, c'est tout sauf intemporel. Donc, je préfère rester dans l'intemporel plutôt que de m'assimiler à un moment précis. Donc, par exemple, un bouquin sur le Covid, je ne le ferai pas, voilà, parce que ce serait m'identifier à un moment précis d'une vie, et ça ne m'intéresse pas du tout. Même si j'ai fait un bouquin sur un virus qui est sorti en 2019 avec une ville confinée et tout, mais il est sorti en 2019, c'était avant le Covid. Donc, je ne pouvais pas savoir. Un Mais visionnaire. non, observer les gens, mais bien sûr, non, 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 bah, je crois que tout le monde a écrit sur les virus, du plus petit au plus grand. Donc, il n'est pas question de visionnaire, c'est question que ça m'éclatait un petit peu. C'était une forme aussi d'hommage au Crésis de Romero, à ma sauce, qui a été bien reçu. C'était ma première incursion de la science-fiction horrifique. Et ça a été bien reçu, vu que j'ai reçu des super chroniques dans ActuSF et tout ça. Donc, j'étais super content. Parce que c'est toujours douloureux émotionnellement de s'aventurer dans un nouveau genre, enfin, du moins pour moi. Sinon, oui, ben forcément, ce que tu lis, ce que tu vois à la télé, t'influence. Et c'est justement ça que c'est dangereux. Parce que par moment, quand tu écris quelque chose, tu te dis, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Donc tu dois aller gratouiller pour voir où tu l'as vu, histoire d'être sûr de ne pas faire ben, la même chose que ce qui a été fait. C'est toujours assez délicat. Mais sinon, bah oui, tout ce que je lis, tout ce que je vois, les personnes, les films, tout m'inspire en fait. Et est-ce que les réponses dans notre chatroom pourraient t'inspirer? Je vois que Disco Boy a peur de lui-même, et ça ne m'étonne pas du tout. Je vois qu'Emily a peur des grandes étendues d'eau et aussi du mélange de l'eau et des constructions humaines. Par exemple, un escalier qui descend dans un canal. Moi, j'avais ça avec la piscine, si tu veux. Il y avait un joli escalier qui descendait dans la piscine. J'ai toujours trouvé ça charmant. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient t'inspirer des gens qui sont ici avec nous, ou est-ce que tu demandes parfois, est-ce que tu accostes les gens dans le train en temps normal quand tu peux? Est-ce que tu parles avec eux? Est-ce que tu fais des sondages parmi tes lecteurs pour savoir de quoi tu pourrais parler? Est-ce que tu fais ce genre de choses? Alors, je ne fais absolument pas ce genre de choses. Je parle énormément avec les lecteurs en salon, mais je ne fais pas parler aux gens dans le train. Dans le train, c'est un petit peu ma bulle, c'est-à-dire que je suis enfermé avec mon casque, avec de la musique, soit j'écris, soit je lis, soit je joue, soit je regarde un truc sur Netflix. Mais c'est vraiment le moment bulle, en fait. C'est comme le train, ça peut être quelque chose d'assez pénible si on l'aborde sous le mauvais angle. J'ai décidé de l'aborder comme si c'était mon temps salon, sans les enfants, où je fais ce que j'aime. Et l'avantage maintenant avec notre société, c'est qu'avec un smartphone, tu as ton salon dans ta poche. Donc voilà, c'est plus un moment bulle qu'un moment ouverture. Même si j'observe les gens, je ne vais pas parler aux gens. Je ne demande pas à mes lecteurs ce qui leur fait peur parce que je préfère le découvrir en fait en lisant moi-même, en écrivant moi-même. Certains lecteurs disent ah non mais cette histoire avec l'araignée j'ai pas supporté, cette histoire avec le train j'ai pas supporté, la manière ce que vous avez fait à ce pauvre enfant je n'ai pas supporté. Je trouve ça super amusant en fait parce que parfois l'imaginaire des lecteurs va même plus loin que ce que toi tu as écrit, l'imaginaire a pris le relais. Mais non, je ne vais pas. Par contre, pour les étendues d'eau, là, je rejoins un petit peu Émilie et toi aussi qui a peur. Dans ma nouvelle ballon de chair, elle se passe sous l'eau, en fait. Donc c'est une nouvelle qui se passe sous l'eau. Elle est très courte, elle fait 5 pages, mais effectivement, le fait de descendre dans l'eau, de plonger, tu ne vois pas le fond, ça a effectivement quelque chose d'angoissant. Là, je comprends tout à fait. Peur de soi-même, euh, je peux comprendre aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans qui ont été faits comme ça, et il y en a un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que je conseille vivement, c'est un vieux, il est plus édité, mais il est trouvable sur la site d'occasion, c'est Je suis un autre de Kurt Steiner. Celui-là, il est excellent. Et effectivement, on peut avoir peur de ce que notre nature, ce qui se recèle derrière le vernis de notre humanité, en fait, notre vernis de civilisé. Et est-ce que tu penses que les peurs évoluent? D'après toi, est-ce que on a peur de la même chose globalement aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans? Bah, il y a des peurs qui sont ataviques, celles que j'expliquais en début, hein, peur de la mort, maladie, tout ça. Mais je crois qu'au fur et à mesure, effectivement, de la peur de la société, tu as des peurs qui disparaissent, tu as des peurs qui évoluent. Dans le temps, on avait peur du soleil. Donc voilà, maintenant, tu as peur d'avoir un coup de soleil à la limite, mais ça s'arrête là. Mais oui, je crois que les peurs peuvent évoluer avec la société. Je crois que c'est inévitable. On devrait maintenant avoir un énorme crash Internet et ne plus avoir de réseaux sociaux, ne plus avoir accès aux boîtes mail et tout ça, ne plus avoir accès à la connectivité qui fait la nature même de notre société. Je crois que ça terroriserait énormément de gens autant qu'un blackout en fait. Donc oui, je crois que les peurs évoluent avec la société, bien sûr. Et c'était une question qu'on me glissait dans l'oreillette, mais c'est vu qu'il y a des choses qui reviennent de manière récurrente, je pense à mes amis les araignées, la peur du noir et des clowns aussi, hein, ça revient souvent ça. Euh, Oui. Est-ce que tu penses qu'à un moment on peut, en tant qu'auteur comme toi, avoir fait le tour et
et avoir plus ou moins exploré tous les canaux de peur et de faire un peu autre chose? Ou est-ce qu'on peut se renouveler comme ça à l'infini et faire peur aux gens? Alors, c'est un peu, je vais prendre un petit peu le principe des notes de musique. Tu as un nombre de notes de musique bien défini, tu peux faire des millions de morceaux qui ne se ressembleront pas. Tu as 26 lettres, tu peux faire un nombre incalculable de livres qui ne se ressembleront pas. Il y aura toujours des bases similaires. C'est vrai qu'en fantastique, en épouvante, tout a toujours été fait. Et moi-même, il y a quelques semaines, quand j'étais dans la boîte avec toi, je déclarais avoir un peu fait le tour du fantastique actuellement à mon niveau. Et j'avais envie de tenter d'autres genres. Donc là, c'est vrai que je me suis lancé dans une aventure en science-fiction et une autre aventure en fantasy pour deux autres des éditeurs. Mais voilà, entre deux, j'ai encore eu une idée d'un roman que je vais qualifier de dégueulasse, en fait. Mais qui m'amuse énormément, en fait. Et je vais certainement bientôt mettre le pied à l'étrier. Je crois que de toute façon, on n'a jamais fait le tour. On a des recettes qui ont été éprouvées, éculées. Mais regarde, les vampires, c'est une des plus vieilles recettes qui continue quand même à cartonner, que ce soit en série ou en film ou en livre. Ça marche toujours très bien. Donc, c'est un petit peu, chaque auteur a une sensibilité différente. Donc, chaque auteur accommode la vieille recette à sa sauce. Et je crois que c'est immortel. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton dernier cauchemar? Dans tes sources d'inspiration, on parlait de ça par exemple. Ok, alors mon dernier cauchemar, faut savoir que j'ai une famille soudée de mon côté et du côté de ma femme, et du côté de ma famille parentale, c'est un carnage total. Donc, mes derniers cauchemars ont eu lieu avec mes parents, en fait, où je rêvais. J'en ai fait trois d'affilée, en fait. Dans l'un des cauchemars, ma mère empoisonnait mes trois enfants et m'obligeait à les regarder mourir. Dans le deuxième cauchemar, elle tenait une boucherie et c'était les membres de mes enfants qui étaient disposés dans le comptoir. Voilà. Et un cauchemar que j'ai fait avec mes parents, mais il y a des années, que j'ai utilisé dans un roman qui s'appelle Danse de sang, qui sera d'ailleurs réédité chez Sema, euh, quand la pandémie finira. Là, ma mère, et en fait, je venais d'avoir ma petite fille, et ma mère passait comme une araignée au plafond avec la tête inversée. Elle regardait dans ma chambre, et puis elle rentrait dans la chambre de ma fille. Donc voilà, souvent, relation très conflictuelle avec les parents, ça laisse des traces, quels que soient les torts d'un côté ou de l'autre. De toute façon, les torts sont partagés dans une relation. Mais voilà, donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui émotionnellement me perturbe, et ces derniers cauchemars ont trait à ma famille. Et quand on t'entend dire ça, enfin, pour les cauchemars, c'est classique, mais est-ce que tu penses que en tant que personne, tu peux faire peur aux gens qui nous écoutent, par exemple, euh, ou est-ce que tu juges que ce sont les livres que tu écris et les histoires que tu inventes? Est-ce que tes lecteurs te disent parfois, mais vous êtes quand même quelqu'un d'inquiétant, Monsieur Livins? Est-ce que tu Non, vois on me dit ce souvent, distinguo? non, même pas, même pas. On me dit souvent, mais enfin, t'as l'air super marrant, super gentil, comment tu peux écrire des trucs pareils? Mais ouais, non, voilà, non, non, je suis vraiment pas quelqu'un d'inquiétant, enfin, je crois pas, hein. Mais non, non, mais c'est vrai qu'il faut bien distinguer la personne de son œuvre. C'est deux choses radicalement différentes. Non, je ne suis pas un personnage inquiétant, je me contente de ce que je crée pour faire peur. Et les gens qui t'écoutent ce soir ou qui te croisent en salon, ils pourraient être surpris hein, par le décalage justement entre la noirceur de ce que tu écris et la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Parce que bah, moi j'ai la chance de te connaître même en salon, etc. C'est vrai que le décalage parfois est fou hein, entre le côté jovial, qui vient un peu de ta région, hein, je crois aussi, mais le côté voilà, très très jovial, et ce côté très noir dans les livres. Tu comprends? Il peut y avoir un décalage comme ça, tu le gères comment? Je ne cherche même pas à gérer, en fait. J'ai jamais cherché à véhiculer une image, ni quoi ni qu'est-ce. Il y en a d'autres qui le font, tant mieux pour eux. Moi, je suis quelqu'un de naturel. J'aime bien écrire des choses sombres. Et quand je vais en salon, c'est vraiment les moments où, une fois que je suis sur place, je m'éclate. Je suis là pour m'éclater, pour m'amuser. Je suis pas là pour m'ennuyer ou ennuyer les gens. Non, je suis vraiment là pour. Voilà. C'est comme une cour de récré pour moi, en fait. C'est vraiment toute ressource. Tu sors du quotidien. Tu es avec ta passion, avec des personnes qui la partagent, quel que soit le côté du stand où ils se trouvent. Et non, non, c'est deux choses différentes, mais je cherche même pas comment la gérer. Je me contente juste d'être moi. Et puis voilà, c'est comme ça. Alors Fanchon dans la chatroom nous dit que bah, elle a peur des avions. Et Disco Boy a peur des avions dans l'eau. Tu m'as tué.
Est-ce que les transports, par exemple, c'est quelque chose que tu as déjà utilisé qui pourrait te tenter? Un avion? Ben voilà. Ben justement, comme je suis claustrophobe, Mhm. l'avion, c'est un calvaire pour moi. Je l'ai pris pour aller en Italie l'année passée parce que mon épouse voulait passer des vacances en Italie. Je l'ai pris avec Xanax dans le coco et j'avais fait de l'hypnose avant parce que là, tu avais l'éloignement, tu étais à 1300 bornes, donc c'était une de mes phobies. Et tu avais en plus l'avion où là, tu enfermé, c'était un court laps de temps, c'était quoi, 1h20, 1h30. Mais voilà, et effectivement, tu décolles, tu quittes le sol, tu te dis punaise, il y a très peu de chances qu'on se crache, mais avec le bol que j'ai, si c'est pour ma tête, je vais pas rigoler. Mais voilà, non, non, c'est vrai que ça, voilà. Et le train, justement, ça, c'était pendant plus de 12 ans. C'était vraiment un calvaire de prendre le train parce que je suis obligé de le prendre pour bosser. Et quand le train tombe en panne, ce qui arrive régulièrement, ou est bondé, ce qui arrive encore plus régulièrement, et que tu es bloqué dans le train avec le signal qui fait tut, 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 là, j'ai souvent du mal à gérer. Donc je comprends tout à fait le problème des transports bondés ou fermés, ça c'est clair. Est-ce que tu as des limites, des sujets tabous au-delà de l'actualité dont tu parlais, des limites, des sujets tabous que tu ne saurais pas traiter dans tes livres? Absolument aucun, parce que je pars du principe qu'un auteur ne doit pas s'imposer de censure. Bon, maintenant, on est bien clair, les propos racistes, homophobes et tout ça n'ont pas leur place, sauf, et là j'aime bien dire le sauf, si tu les fais à travers un personnage. Tu peux très bien faire un personnage homophobe et raciste, mais voilà, les trucs pédopornographiques et tout ça, non, maintenant j'ai déjà touché à tous les sujets, que ce soit l'inceste maternel, l'inceste paternel, le viol, la pédophilie. J'ai pas de tabou. D'ailleurs, Michael, quand j'ai sorti mon dernier roman, quand il me l'avait commandé, Murmure d'ombre, il m'avait dit t'as carte blanche. Et bah, il m'a laissé carte blanche et son épouse était enceinte à l'époque, il lisait mon manuscrit et il me disait putain Fred, t'en as encore beaucoup des passages comme ça parce que j'en peux plus. Et ça me faisait super marrer et j'avais dit t'es capable de donner carte blanche. Donc, et au final, il estime que c'est le meilleur roman que j'ai écrit à ce jour et il a quasiment tout lu. Donc voilà quoi. C'est non, je ne m'impose pas de tabou. Là, récemment, j'ai eu un manuscrit qui a été refusé par 5 maisons d'édition, non pas en raison de sa qualité, parce qu'ils étaient tous là pour dire que la qualité était là, en raison du sujet traité, que je garderai pour moi, parce que je le sortirai d'une manière ou d'une autre, quitte à passer par l'auto-édition pour une fois. Mais c'est un roman auquel je crois, c'est un roman auquel je tiens, et je le sortirai. Je ne m'impose absolument aucun tabou, aucune censure. Je pars du principe que l'éducation et la culture prennent le relais de ce qui peut choquer. Il faut une remise en contexte, il ne faut pas s'arrêter au côté primaire de la lecture, il faut une remise en contexte. Si tu choques et que ça sert l'histoire, il faut toujours que ça serve l'histoire. Choquer pour choquer, c'est stérile. Si ça sert l'histoire, ça a sa place dans l'histoire. Enfin, du moins, c'est mon point de vue, hein. Alors, j'ai une dernière question avant de passer à notre boîte blanche exceptionnelle du jour. Bou, tu peux chauffer ta voix, c'est dans très très peu de temps à toi. Je me demandais, et pareil, on me le glisse beaucoup dans l'oreillette, comment réagissent tes proches lorsqu'ils découvrent tes histoires, tes collègues, ta famille, tes amis? Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils découvrent ce que tu as écrit, ce que tu as imaginé pour nous? En général, il se marre en disant non, c'est pas possible, t'es un grand malade, t'as un problème. La personne la plus proche de moi, c'est mon épouse, et il y a 6 ans environ qu'elle a décidé de ne plus lire mes livres adultes, parce que la dernière fois que c'est arrivé, en fait, c'était dans Danse de sang, et il y a un passage où il y a une fillette qui fait de la balançoire et qui se fait éventrer sur la balançoire. Enfin bref. Et elle s'est rendue compte en fait que la fillette sur la balançoire que j'avais décrite, c'était le même pyjama que ma fille, c'était ma fille en fait que j'avais éventrée dans le bouquin. Pourquoi? Parce que pour l'apport émotionnel du père qui voit ça, j'avais besoin de m'identifier. Et donc j'ai utilisé ma fille, que j'ai tuée dans un bouquin. Ouais, c'est pas bien, hein. Et ma femme a dit, c'est fini, je ne te lis plus. Ce qu'il y a d'amusant énormément avec ce roman, c'est que le personnage s'appelle Cassie. Et que inconsciemment, mon épouse, pour notre troisième enfant, a choisi le prénom Cassie. Donc peut-être qu'elle a été influencée, mais quand j'y ai fait remarquer, elle a fait « Oh non !» Et ça m'a énormément amusé. Donc ma femme ne lit plus que les romans jeunesse, sauf Carnacki. Carnacki, comme c'est du fantastique 19e siècle, enfin début 20e siècle, elle aime bien parce que c'est tout en ambiance. Mais sinon, les romans d'horreur, elle ne les lit plus. Et mes proches, que ce soit mes collègues ou mes amis, ben, ils se marrent parce que voilà, ils se disent, bah, dis donc, c'est pas possible, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Et moi, ça me fait marrer aussi, quoi.
Alors, je vous mets la petite. J'essaie de suivre avec les couvertures, vous voyez. On n'arrête pas le progrès, on est à la pointe de la technologie. Euh, mais je vous propose de passer à la boîte blanche. Alors, soirée exceptionnelle, boîte blanche exceptionnelle. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Boubou Noder, je vous le disais, auteur, libraire à la librairie du Tienne en Belgique. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le générique. Euh, Homme de radio, d'école, de plein de choses, vous l'avez compris, il a de multiples casquettes et de nombreux talents, dont celui de lire bien mieux que moi et de faire vivre les textes à l'oral. Ce qui tombe plutôt bien, puisque Frédéric Livin est un expert en écriture de nouvelles, si vous ne le saviez pas encore. Alors Fred, tu nous offres ce soir la chance de découvrir la nouvelle intitulée La Défaite en intégralité. Bonsoir Bou, je suis ravi de te recevoir avec nous ce soir et merci Bonsoir, bonsoir. évidemment Vous d'avoir m'entendez? accepté, on t'entend parfaitement bien. Et mon cher Bou, je te confie la boîte pour la défaite. Merci, merci. Bonsoir à tous. Il ne faut pas qu'ils m'entendent. Si je me fais repérer, tout sera fini. Ils ne me laisseront pas faire. Je ne suis pas heureuse de ce que je me prépare à accomplir, mais il faut que je le fasse. C'est une certitude. Et moi, seul le peux. J'aurais aimé leur en parler, les avertir, mais ils ne m'auraient pas écouté, comme d'habitude. Il y a eu tant de changements ces derniers temps, et je sais que ce n'est pas naturel. Ils sont sous son influence. C'est pernicieux, mais néanmoins réel. Cela s'est fait petit à petit pour finalement prendre des proportions insoupçonnées. J'en trouve la porte doucement, mes doigts se serrent sur la clenche et une muette prière pour que le battant ne grince pas sur ses gonds. Tout aussi silencieusement, je referme derrière moi de manière à laisser pénétrer juste un ray de lumière. De la sorte, je ne serai pas obligé de procéder à tâtons. Je n'aurai droit qu'à une seule chance, à moi de la saisir. Après, tout redeviendra comme avant. Je le vois remuer dans le coin de la pièce. Les barreaux l'empêchent de se jeter sur moi. Il m'a repéré. Il me regarde et ses yeux noirs me percent jusqu'à l'âme. Toute la malice infernale dont il use me saute au visage. Je ne comprends pas comment il se fait que je sois la seule à être témoin de cette manifestation, mais l'heure n'est pas à la réflexion. J'affirme ma prise sur le manche du couteau. Je serre encore et encore jusqu'à en avoir mal aux jointures. Un doute m'assaille. Y arriverai-je? Non. Je secoue la tête comme pour chasser mes doutes. Je ne peux pas. Je ne dois pas me poser cette question. Je dois le faire. Il me regarde sans un bruit et me fixe. Il sent ta peur, murmure une petite voix en moi. Sa bouche dessine un sourire malsain, comme s'il se moquait de mes doutes, de ma faiblesse. Mais je ne faillirai pas. Je me dirige vers lui d'un pas que je voudrais assurer, mais je sens mes jambes flageoler à chacun de mes pas. Il faut que je sois forte. Durant ces 3 enjambées, qui me paraissent une éternité, il me vrille du regard, comme s'il me mettait au défi d'accomplir ma tâche. Voyant mon bras se lever, il fixe le mouvement de la lame sur laquelle vient un fugace instant mon visage. J'abats alors le couteau, une fois, 2 fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et que la lumière jaunâtre illumine le macabre spectacle. Des hurlements, des pleurs. Je ne les regarde pas. Je fixe intensément les traînées de sang sur le mur. Ils vont se calmer. Il faut juste un peu de temps que son emprise se dissipe. Des pas précipités descendent l'escalier. On ne s'occupe toujours pas de moi, comme d'habitude. L'homme m'installe sur la banquette arrière du véhicule. Par le pare-brise, je les observe. Ils parlent avec de grands gestes, en pleurs. Ils désignent la camionnette dans laquelle ils ont mis son corps. Ils n'ont pas l'air de redevenir comme avant. Pourtant, j'étais certaine que... Mais non, ils ne me regardent même pas. Je n'existe plus pour eux. Malgré ta mort, je suis vaincu. Je les ai perdus. Je peux me l'avouer maintenant. Tu as gagné, petit frère. Merci beaucoup pour cette lecture et pour vous laisser quelques secondes sur cette chute, je vous propose d'entrer directement dans la boîte de Pandore sans frapper.
afin de revenir notamment sur la défaite qu'on vient d'entendre. Le temps qui nous reste sera donc consacré à toutes vos questions, de manière plus ou moins chaotique, on ne se refait pas. Si vous êtes sur Discord, n'hésitez pas à les écrire dans la chatroom, on les relaiera avec beaucoup de plaisir. Fred, première question pour toi, ça fait quoi d'entendre lire une de ces histoires de cette manière, par bout? Ça fait tout bizarre, merci beaucoup, Bou, d'ailleurs. C'était super bien lu, t'as vraiment bien mis l'ambiance. Et ça fait vraiment bizarre parce que c'est la première fois, je n'ai pas l'habitude de relire mes textes à voix haute, ni de les faire lire, ni de les entendre lus, être lus, pardon. Non, ça fait vraiment bizarre, c'est super, franchement, c'est génial. Alors pour la Bah, salle, merci pour cette lecture, Marine. Eh ben, écoute, j'ai une question pour toi, toi qui l'as lu, comment tu as ressenti ce texte en tant que lecteur? euh, déjà, vous l'avez compris, c'est une fille qui parle, qui narre ses pensées, son futur méfait. Et ben, c'est surprenant puisque la première fois que je l'ai lu, je m'attendais pas du tout à la chute. Et ce qui est très fort dans le texte, c'est que la chute arrive au dernier mot, donc vraiment à la dernière phrase, mais pas seulement, mais vraiment au dernier mot, frère, quoi. Et donc là, on comprend euh, à reculons tout ce qui vient de se passer. Donc, voilà, c'est très très bien écrit. C'est non seulement très agréable à lire et voilà. Et on s'imagine. J'espère que je l'ai assez bien lu pour qu'on s'imagine, mais c'est aussi très très visuel. Fred, est-ce que c'est important comme ça de donner la conclusion sur le dernier mot pour vraiment scotcher les lecteurs? C'est une volonté? Tu voulais faire quelque chose de très très précis avec ce texte qui est court mais très très dense, on l'a entendu. En fait, là, le dernier mot, la conclusion au dernier mot, c'est voulu parce que la nouvelle est ultra courte, elle fait 2 pages à 4. Donc là, oui, c'est vraiment une volonté. Maintenant, le fait de donner au dernier. Parfois, il y a des nouvelles où tu sais ce qui va se passer, mais ce qui prime, c'est l'ambiance. Donc, c'est un petit peu. Ça dépend un petit peu du texte que tu écris. Celui-là, comme il était très court et je le voulais percutant, je voulais vraiment que le lecteur ne sache pas avant la fin de quoi il s'agissait, en fait. C'est un texte que j'ai écrit dans des conditions particulières. Encore une fois, c'est la vie personnelle. C'est quand mon épouse attendait notre deuxième enfant, donc notre fils. Je me suis dit, et si ma fille aînée, qui est fort fusionnelle, ne l'acceptait pas? Et donc, du coup, ça s'est emboîté dans ma tête, et je me dis, et si elle allait jusqu'à le tuer? Et donc, en fait, ce texte, ben voilà, c'est le quotidien qui me l'a inspiré. Et oui, effectivement, il y a la volonté de lâcher le sujet au dernier mot, en fait. Et c'était ça le plus dur, en fait, dans le texte-là, c'était de faire tout tenir en 2 pages. Si j'avais fait en 5 pages, ça aurait perdu de sa puissance. Donc il fallait vraiment quelque chose de court et de bref, un peu comme un hypercute, j'ai envie de dire. Donc c'était le but de ce texte-là. Et ici, on est vraiment à la frontière entre l'horreur et le thriller. Tu joues comment avec? Est-ce que tu veux rentrer dans des cases, comme on demande parfois, Non. ou pas? Alors absolument pas, c'est vraiment, je suis un écrivain instinctif en fait, c'est-à-dire que mes idées partent toutes d'un flash ou d'un cauchemar ou d'un truc que je vois. Et il n'y a pas de plan d'écriture, je ne fais jamais de plan d'écriture, même pour les gros romans comme Les Miroirs du damné, je ne fais pas de plan d'écriture. Miroir du damné, c'était fait avec un binôme en plus, donc chacun y allait à l'instinct. C'était assez amusant et au final, ça fait un des romans qui a le mieux marché chez Sema. Mais la seule fois où j'ai fait un plan d'écriture, c'est pour une trilogie qui s'appelait Les Grisommes, parce que bon, ben, 3 tomes, là, t'es obligé. Mais sinon, comme tous mes romans sont des one-shots ou même pour les nouvelles, c'est tout à l'instinct. C'est le texte prend la place qu'il doit prendre. Voilà, ça coule. C'est comme si j'ouvrais un robinet, ça coule. J'écris le texte et puis voilà. Souvent bien, le roman là, il aurait pu être plus long, t'aurais pu. Non, parce que c'est le côté visuel que tu soulignais tantôt. Je garde ce côté immédiat, visuel, où j'embarque le lecteur. Ça va vite, mais au final, ça laisse une sensation, quoi, en général. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je vais lire vos réactions, hein. Donc, merci pour la lecture. Top de Disco Boy. Fanchon nous dit que pendant un instant, elle s'est retrouvée les yeux fermés dans une salle de théâtre. Et ça fait
beaucoup de bien, surtout en ce moment. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce texte, même plus tard. On ouvre la boîte de Pandore, donc comme je vous le disais, c'est dans n'importe quel ordre, pas de souci. Euh, mais je te propose de rester dans le monde des textes courts, Fred. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet que moi j'aime bien dans tout ton catalogue de projets, qui est le projet Frayeur? Comment Ah, est-il le né? projet Frayeur, c'est... Ah, il est né tout simplement parce que travailler avec les enfants, moi j'adore, faut savoir que je me suis mis à l'écriture jeunesse quand j'ai eu mes enfants. Les tout premiers textes que j'ai écrits pour ma fille aînée, qui a maintenant 12 ans, je les ai écrits, on devait être en 2010, 2011. J'ai galéré pour les sortir parce que je les ai fait illustrer par un ami à l'époque. Et moi, j'aimais vraiment bien ce qu'il faisait, donc j'avais acheté des planches pour avoir les droits et j'avais démarché les éditeurs. Évidemment, quand arrivé avec les illustrations, beaucoup d'éditeurs travaillent avec leurs propres illustrateurs, donc c'était galère. Mais je suis quelqu'un de trop têtu, parfois ça me joue des mauvais tours, mais bon, voilà. Donc je me suis acharné là-dessus. En 2017, il a été édité, donc quelques années après. Une des nouvelles, du moins, a été éditée, illustrée. Ça a fait un flop monumental. Flop monumental. C'était Coccinelle. C'était les aventures de Coccinelle, c'était le spectre platif. Un peu avant, j'avais soumis à Émilie Ancio, d'ailleurs, justement, qui est en ligne, Émilie, si tu te rappelles. Et avant de me rétracter, Émilie avait accepté, puis je me suis rétracté pour le signer chez Seba, puis Seba, ça s'est pas fait. Donc bref, voilà, c'était un peu le bordel. Mais voilà, c'est la vie d'auteur, c'est la vie d'éditeur. On fait pas toujours ce qu'on veut quand on veut. Il faut que toutes les étoiles s'alignent. Et voilà, donc pour finir ici, il va ressortir trois nouvelles illustrées chez Nutiship le 21 novembre, ça paraît. Donc voilà, je suis quelqu'un qui s'acharne très 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 longtemps. Donc voilà, Frayeur, c'est venu de cette idée d'écrire pour les enfants. J'ai écrit pour ma fille, j'ai écrit avec ma fille. D'ailleurs, dans Frayeur, il y a une nouvelle, tu parlais de la peur des clowns. Ma fille a utilisé ce thème-là pour le clown tueur, donc on a travaillé à deux ce texte-là, qui est dans Frayeur. Et tous les autres ont été faits avec des écoles de Belgique, Namur, Vedrin, Dautigny, enfin bref, voilà. C'était un projet super enthousiasmant parce que les enfants, à l'école, on a un petit peu la manière, je ne vais pas dire rébarbative, mais quand tu apprends la conjugaison, la grammaire et tout ça, ça paraît vite rébarbatif. Mais quand tu vas en classe avec eux pour écrire une histoire et que tu vois leur enthousiasme, là, tu as des idées qui fusent dans tous les sens. Donc là, on établit un plan ensemble et on raconte l'histoire qu'ils veulent raconter. Puis après, je l'écris, je leur soumets, s'ils valident, ok, c'est bon, voilà. Donc Frayeur, c'est juste ça, c'est un travail partenariat avec beaucoup d'écoles en Belgique, avec 5 écoles en Belgique, je crois, ouais. Il y a 7 textes. Il y en a un qui était chez Everboat qui a été réédité, et il y en a un que j'ai écrit avec ma fille, donc les 5 autres, c'est des écoles. Et j'en ai écrit d'autres bénévolement, comme ça, sans but d'édition, avec des écoles de tournée. J'ai plusieurs textes comme ça faits avec les enfants que je leur remettais. Et voilà, c'est juste, vraiment, je parlais tantôt du moment partage. Et voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la passion. Et j'ai relancé ça ici, normalement l'année prochaine, ça se fera dans l'école de ma fille avec 4 ou 6 classes, on ne sait pas encore. J'ai vu le bourgmestre ce week-end qui est enthousiasmé par le projet de donner vie aux idées des enfants. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de leur montrer, regarder, les amener vers la lecture et leur montrer qu'il y a vraiment des choses super chouettes à faire avec ce qu'on leur apprend. Et C'est un donc, partage. tu dis que tu travailles avec notamment ta fille, avec les enfants. Ils ont quel âge en général, les enfants avec qui tu travailles? Ben C'est alors, des classes. écoute, ben, j'ai travaillé avec tous les degrés de primaire. Ça, c'était assez rigolo. Et à tourner à l'Institut Saint-Pia, j'ai même travaillé avec les maternelles. Et alors là, avec les maternelles, c'était chaud patate, comme on dit dans mon coin. Parce que ben, ils sont tout petits. Mais voilà, on a fait La peur d'une heure. Donc le texte s'appelle La nuit du voleur. Donc il n'est pas édité en tout cas pour le moment. C'est juste un texte plaisir que Priscilla m'a fait l'amitié d'illustrer pour l'offrir aux enfants. C'est La nuit du voleur. On a joué sur le fait d'entendre du bruit la nuit dans la maison, quelque chose de super commun chez tous les petits. Et on a joué là-dessus et les petits, ils étaient déstructurés à fond. Mais ils avaient des moments comme ça où ils focalisaient et ils adoraient. Donc voilà, le fait de les entendre rire et les voir se marrer à créer l'histoire, bah, ça n'a pas de prix, quoi. Et c'est ça que je voulais aborder, c'est un peu le grand écart hein, quand même. Malgré qu'on passe des peurs pour adultes aux peurs pour enfants, euh, avant de venir à la question qui est dans la chatroom, qui est l'Ivérique? Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, j'ai un nom super barbare, hein, forcément. Livins, c'est une horreur à écrire. Le nombre de lecteurs qui inversent le I et le Y. Même les personnes qui travaillent avec moi, hein, j'ai écrit un roman avec Thomas Bauduret.
Il me dit, mais Fred, tu reçois jamais mes mails, mais dans l'adresse mail, il y avait inversé le Y et le I. Donc, forcément, je risquais pas de recevoir les mails. Mais voilà, c'est un nom super barbare et je voulais pas infliger ça aux enfants. Donc, Liveric, c'est la contraction de Livins, Liv, et Frédéric, Eric. Donc, j'ai fait la contraction comme ça. Pour les enfants, c'est plus facile à retenir. Et pour les adultes aussi, d'ailleurs. Alors, question dans la salle, quel est le style littéraire que tu ne voudrais jamais écrire et pourquoi? Alors, au départ, j'avais dit la romance. Ça, c'est ce que je réponds tout le temps. Pourquoi la romance? Parce que je suis incapable d'en écrire. C'est un genre bien particulier qui nécessite des codes bien particuliers. Et il faut, comme pour tout auteur dans tout genre, il faut s'être nourri. Et de la romance, bah écoute, j'ai lu une fois un Guy Descartes que j'avais piqué à ma mère quand j'étais ado. Ça m'avait pas passionné des masses. Voilà, du coup, j'ai lâché ce rayon romance. Mais entre-temps, j'ai fait un pari stupide avec Michael de Séma. C'était pendant le mondial, le dernier mondial, et j'avais parié que si la Belgique battait le Brésil, j'écrirais une romance. Évidemment, les petits Belges ont décidé, je ne sais pas, de m'emmerder. Ils ont battu le Brésil. Donc je me suis engagé à écrire une romance. Mais ce sera une romance à ma sauce, donc ce ne sera pas forcément l'histoire d'amour qui fera fantasmer dans les chaumières. Mais c'est une romance. Et alors la suite de la question, et quel est l'auteur ou l'autrice avec qui tu aimerais écrire un livre et qui ne soit pas ni Graham Masterton ni Serge Brussolo? Bah, avec Graham Masterton, j'ai eu la chance de le faire. Donc voilà. C'est même pas un rêve de gosse parce que t'oses même pas imaginer ça quand t'es gosse. Je veux dire, déjà rencontrer l'auteur, parler avec l'auteur, c'est un rêve. Écrire avec l'auteur, c'est indéfinissable comme sensation. Voilà, c'est tout simplement indéfinissable. Avec Brussolo, oui, ce serait aussi un rêve, mais alors qui d'autre? C'était une excellente question. Je dirais Dean Koontz. Pourquoi? Parce que Dean Koontz, c'est un auteur qui, pour moi, est, est incroyable. Est incroyable. Lui, par exemple, justement, il y a zéro censure dans ses anciens ouvrages, que ce soit de la torture sur enfant et tout, tout y passe. C'est vraiment un auteur qui est capable de faire aussi du jeunesse, avec Hot Thomas notamment, et qui est capable de faire des romans humainement. Par exemple, il fait surgir la noirceur de l'être humain dans la cage du diable, par exemple. C'est c'est un auteur, pour moi, je vais peut-être faire crier dans les maisons, hein, j'en sais rien, mais pour moi, il est supérieur à Stephen King. J'adore ce que fait Stephen King. C'est un conteur hors pair, c'est un romancier qui développe des psychologies de personnages, mais purement extraordinaires. Mais pour moi, je préfère Dean Koontz. Alors en parlant des légendes, mais écoute, tu as reçu plusieurs prix, dont un ici même dans la boîte, à savoir, et c'est pas rien, le prix Masterton de l'auteur francophone de la décennie, donc 2010-2020. Ma question est simple, tu as remis de tes émotions, c'était il n'y a pas si longtemps. Ben écoute, c'est quelque chose que tu ne réalises pas, tout simplement. Déjà, tu n'es même pas sûr de le mériter, parce que des auteurs francophones, en dehors les 10 ans, et il y en a une flopée qui sont ultra talentueux, et que moi-même, j'estime plus talentueux que moi, tout simplement. Euh, tu te demandes ce qui t'arrive. En fait, déjà, quand j'ai reçu mon premier prix Masterton, il faut savoir que le premier bouquin, bah, j'étais chez Eddy Livre. C'était Les Contes d'Amy, justement, dont il y a une adaptation cinématographique en cours, mais c'était Les Contes d'Amy. J'étais chez Eddy Livre, et on m'a prévenu que j'étais présélectionné pour le Masterton. J'ai dit, punaise, présélectionné pour le Masterton, c'est bon. Pour moi, c'était le sommet que j'avais atteint, c'était bon, j'irai pas plus haut. Et c'est une éditrice, Nathalie de Lune Écarlate, qui m'a prévenu un jour où je revenais du boulot, qui m'a dit, voilà, tu as reçu le prix Masterton, t'es heureux? Et j'ai dit, quoi? J'ai reçu le prix Masterton, j'en revenais pas. En avoir un deuxième, en avoir un troisième, c'est une confirmation, en fait, de ce que je... Ah, j'arrive plus à parler, tellement je C'est suis perturbé. l'émotion. C'est ça, c'est l'émotion. C'est une révélation de voilà ce que tu fais a de la qualité sur la longueur, suffisamment du moins pour séduire le jury d'un prix et savoir que les membres du jury changent assez souvent. Donc en fait, tu séduis plusieurs personnes dans le même prix et ça fait vraiment quelque chose avec des ouvrages différents, des concepts différents. Et alors, bah, tout simplement être élu le meilleur auteur 2010-2020 en francophonie terreur-horreur, bah, tu réalises pas, en fait. Tu réalises pas, comme je dis, est-ce que je le mérite, est-ce que, voilà. Mais je me pose pas de questions. Le prix, ben voilà, je l'ai, je suis super heureux, tu penses bien, attends, c'est un truc de fou. C'est un truc auquel j'aurais jamais osé rêver. Mais ça va pas changer ma vie dans le sens où ben, je suis toujours le même. J'ai pas commencé à arriver à Beyond Jedi non plus. Hein.
Je veux dire, voilà, j'ai eu, mais j'ai encore tout à prouver. En fait, toute ta vie, quand tu es artiste, que ce soit la musique ou cocasse, tu dois toujours prouver toute ta vie que tu peux dépasser tes limites. Et c'est ça que je disais lors de la remise du prix, que j'avais envie de m'essayer à d'autres genres, pour prouver aux autres et me prouver à moi aussi que je suis capable de produire des œuvres de qualité dans d'autres domaines. Et on me Ne glisse jamais se reposer sur ses lauriers. dans l'oreillette. Est-ce que ça change quelque chose au niveau... Est-ce que tu as des propositions grâce à ce prix? Est-ce que tu vends plus de livres? Alors la période est un peu spéciale, mais sait-on jamais? Les personnes me glissent ça en privé. Ben, vendre plus de livres, oui, parce que il y a des choses qui parfois me surprennent, hein. Ces 10 derniers jours, j'ai été cité sur une chaîne YouTube, sur un autre site, comme les auteurs, parmi les auteurs incontournables de l'horreur, à côté de King, Lovecraft, Poe. Ben, tu te demandes ce qui te tombe sur la tête, en fait, parce que t'es un petit Belge qui a décidé de prendre la plume par passion, et puis tu vois ça, tu dis, ben, c'est purement hallucinant. Il y a un site qui m'a dit aussi, il y a 5 jours, que j'étais dans les incontournables, aux côtés de Kuntz, dont je parlais tantôt, de Straub, de King, enfin bref, tu réalises pas, tu dis c'est quoi ce Beans quelque part. Mais j'en ai même oublié la question, Fred. Oh punaise, c'est le boulet quoi. Non, non, mais non, Euh, je te dis, c'est l'émotion, il n'y a aucun problème. Non, c'est voir si ce prix a généré plus de ventes. Tu avais l'air de dire oui, que les 10 derniers jours étaient sympathiques. Est-ce que tu as des propositions alors oui, de travail, de maison, ben, d'édition, j'ai d'autres des choses? commandes. Mhm. C'est ça qui est amusant, c'est que depuis 2 3 ans, bien sûr, je fais des soumissions auprès d'autres éditeurs, mais actuellement, c'est les éditeurs qui me commandent. Donc là, j'ai des maisons avec lesquelles je travaille, tout simplement. Duty m'a commandé un roman SF pour 2021. L'Armada m'a commandé un texte aussi pour sa nouvelle collection. Le Héron d'Argent m'a commandé un roman fantasy jeunesse dans le domaine mésopotamien qui a nécessité de nombreux mois de documentation mais qui me stimule, me motive à fond. Oui, c'est ça qui est amusant, c'est que maintenant, des éditeurs viennent toquer à ma porte en disant t'as quelque chose pour moi, t'as un manuscrit pour moi, ça te dirait de faire ça pour moi. Et c'est là, tu te dis, j'ai énormément de chance en fait. J'ai énormément de chance de ne plus devoir passer par la case soumission chez certains éditeurs. J'ai vraiment un bol monstrueux. C'est peut-être les fruits du travail, je sais pas. Mais par moments, je me dis que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, quoi. Alors, Fanchon demande, vous êtes-vous déjà fait peur avec ce que vous écrivez? Non, parce que je me connais par cœur, donc je sais très bien que je suis quelqu'un d'assez no limite, même dans son humour, au risque de choquer parfois, parce que c'est vrai que j'ai parfois un humour assez spécial et j'aime bien taquiner les frontières. Mais non, je me suis jamais fait peur, je me suis jamais choqué, je ne me suis jamais dit là je vais trop loin, sauf dans les histoires jeunesse. Parce que dans les histoires jeunesse, justement, il faut calibrer son texte pour ne pas traumatiser les enfants quand même, hein. Mais non, je me suis jamais dit en dehors des textes jeunesse, ah là, j'ai été trop loin. Non, en fait, je ne me pose même pas la question. Je ne me pose même pas la question parce que si je devais relier cette partie-là de moi, ce ne serait plus moi. Donc écrire dans des cases ou dans des calibres de certaines maisons d'édition, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas le faire et donc je préfère ne pas le faire. Je préfère de ne rien faire que de me dénaturer. Alors, le temps file, il nous reste 5 petites minutes. J'ai une question parce que c'est un sujet d'actualité et je sais qu'il te tient à cœur aussi. Quelle est l'importance des salons pour toi? Et donc, évidemment, de rencontrer les lecteurs. Alors, j'ai une photo, je ne sais pas si on peut, où tu es avec Michael. Est-ce que je la mets? Je ne sais pas encore. Mais voilà, je voulais voir avec toi, à l'heure où tout est en train d'être annulé, quelle est l'importance des salons pour quelqu'un comme toi? C'est vital, tout simplement, que ce soit pour les petits et moyens éditeurs, que ce soit bon, les salons, c'est notre passion, tout simplement. C'est la récompense de notre travail, les salons. C'est de voir comment le livre que tu as écrit ou le livre que tu as édité est accueilli. Je crois que n'importe quel éditeur de petite moyenne maison d'édition sera tout à fait d'accord avec moi. C'est vital parce que en librairie, ce sont principalement les gros qui ont pignon sur rue. Ce sont des moments conviviaux, ce sont des moments où on se retrouve tous ensemble, que ce soit lecteurs, que ce soit autres auteurs, que ce soit autres éditeurs. C'est le nerf de notre vie, en fait. C'est vraiment le moteur de notre vie artistique. Et le fait qu'il n'y en ait plus, ça démoralise complètement. Là, j'ai fait un petit salon ce week-end, c'était le premier depuis la foire du livre début mars. Et même s'il n'y a pas eu grand monde, parce qu'on a l'impression aussi que les gens ont un petit peu peur avec les mesures sanitaires imposées,
Mais franchement, j'étais super heureux. Ça m'a fait une bouffée d'air de retrouver cette ambiance de salon entre potes. Euh, C'était vraiment génial. Et franchement, non, c'est vital. C'est vital. Alors, je sais pas si tu vois la photo, mais donc un moment convivial, dis-tu, où je vois je vois un éditeur qui tente, et il a fait la même chose avec moi, hein. Donc il te menace là clairement. Donc c'est aussi ça, j'imagine, qui te manque dans ce que tu expliquais. Au-delà du fait de défendre, d'en défendre ses livres, c'est la grande famille, c'est des grands moments de rire qui sont assez Mais c'est impressionnants. ça, c'est ça que j'adore à Sema, c'est que c'est délire. D'ailleurs, je crois que n'importe qui a déjà croisé un stand de Sema se rend compte qu'on l'entend de loin parce qu'on fait du bruit, on n'est pas sérieux. Je veux dire, voilà, on n'est pas gardé derrière notre table, on s'amuse, on est une bande de potes, on est une famille quelque part, et c'est ça qui est génial. On se tape des délires avec Mickaël. Enfin, Michael, d'ailleurs, c'est simple ici. Dès qu'on a déconfiné, la première chose qu'on a fait, c'est se planifier un rendez-vous par mois pour faire le tour des bookinistes dans sa région. On devait le faire ici en novembre, mais je crois qu'à partir de demain soir, on peut oublier pendant au moins un mois. Parce que c'est hyper important de se retrouver et on peut, avec Michael, ben, on a fait des photos pires que ça. Heureusement que tu les as pas en ta possession. Ma femme est la J'imagine. seule à les avoir, je crois. Mais on a fait des photos comme ça, mais parce qu'on s'éclate et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport éditeur-auteur, en fait. C'est vraiment un travail d'équipe, quel que soit le niveau où tu te trouves. C'est vraiment un travail d'équipe dans la bonne humeur, parfois dans le stress, c'est clair. Mais voilà, c'est des moments géniaux. Et c'est ça qui manque actuellement avec la situation. On se retrouve tous confinés avec des personnes contact hyper limitées, même si, je dis pas, hein, c'est nécessaire, bien sûr, mais psychologiquement et humainement parlant, ça fait énormément de dégâts. Alors, je ne sais pas dans la salle si vous avez encore l'une ou l'autre question. Il nous reste une minute, voire deux. J'ai du budget pour deux. Euh, Dernière question pour moi, le temps de voir s'il y a une dernière question dans la salle. Comment est-ce que tu es installé quand tu écris? Est-ce que tu as un bureau chez toi pour se mettre dans l'ambiance justement de ce que tu écris, des projets que tu as? Est-ce que tu te fais un bureau un peu spécial ou pas? Alors, j'ai un bureau dans ma maison. J'ai la chance depuis 6 ans d'avoir un bureau. Une pièce que mon épouse a aménagée pour moi avec mes bibliothèques et tout et tout. Mais ces derniers temps, avec le confinement, ben, j'y vais plus. Mais je suis quelqu'un qui s'isole très facilement. Tu peux mettre au milieu du bureau, à ma maison, au milieu du bureau, au travail, ou dans un train, je mets le casque, je mets la musique à fond et j'écris. J'arrive à m'isoler très facilement dans ma petite tête. Ça doit être mon côté autistique. Mais à partir du moment où j'écris, mais même mes collègues le savent, si j'ai le casque sur la tête, c'est que j'écris. Si tu as une question, tu la poses plus tard. C'est voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un qui s'isole très facilement, mais c'est toujours en musique pour écrire. Toujours dans le silence pour les corrections, toujours en musique pour écrire. J'ai reçu une question par Messenger. On me demandait quand est-ce que je ferais un salon dans la région de Liège. Mhm. C'est Pascal qui pose cette question. C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse. Mais je me dis toujours, oh, c'est loin, j'ai 250 km, je vais devoir prendre un Xanax. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse l'effort d'y aller. Voilà. Donc dès que les salons reprendront, promis, j'en ferai un dans la région de Liège. Alors la question traditionnelle, c'est quels sont tes projets à très très court terme, mais là c'est un peu flou, hein, comme tu le disais. Je pense que demain on va avoir quelques nouvelles, en tout cas pour les salons. Et pour le reste, ben, tu travailles activement sur de multiples projets, de ce que je vois. L'adaptation ciné, le projet en est où? Le projet, ben, pour le moment, c'est gelé, hein, vu C'est que c'est le gelé aussi. Covid. Donc, voilà. Voilà, on avait avancé dans la phase casting et tout ça. Et puis là, maintenant, ben, on est en stand-by. On attend tranquillement parce que plus rien ne bouge. Donc, on prend son mal en patience. On n'a pas le choix. Pour les autres projets, ben, j'ai Coccinelle qui paraît le 21 novembre, comme j'ai dit. Il devait y avoir la réédition du Miroir du damné en poche l'année prochaine en mars, mais ça m'étonnerait que ça se fasse à cette période-là. Ce sera plus tard. Il y a le roman que j'ai écrit avec Thomas Bauduré qui s'appelle La ville où l'on tuait des enfants. Comme quand ils vont parler de censure, ben, il n'y a pas de censure. Qui devrait sortir aussi. C'est un thriller horrifique. Enfin, un polar horrifique. Thomas est plus un auteur de polar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une réédition de Danse de sang, un roman de science-fiction qui s'appelle Megacity, qui devrait voir le jour en juillet l'année prochaine, si tout va bien, chez Nutiship, le projet Mésopotamie dans lequel je dois avancer. Un projet de jeu de rôle qui est sur le chemin aussi, tiré de mon univers des Dark Gates, qui se met en place tout doucement avec Lucas. Un projet de BD qui va se mettre en place. On a déjà eu des premiers contacts avec une personne qui était de la boîte tantôt, mais qui n'y est plus maintenant. Tu vois de qui je veux parler, Fred.
Mhm. Et puis voilà, bah, plein de projets. Comme je disais, j'ai envie de toucher à d'autres choses. Donc la BD, le jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça m'est tombé dessus en fait, hein. On m'a demandé, ah, ce serait cool de faire ça. Et le projet est séduisant. J'avance pas aussi vite que je veux en raison de la période un peu difficile. Mais Lucas avance pour 3, donc voilà. Mais c'est super, franchement, c'est super. Et on se voit le mois prochain, bah, si on peut, hein, on verra demain, pour avancer un peu dans ce projet-là. Ce sont tous des projets qui avancent en douce, mais qui avancent bien, tout simplement. Et tu ne veux pas représenter la Belgique à l'Eurovision? Parce que je trouve que ça manque. Ou un livre de copie. T'as tellement, tellement de projets. Euh, mais écoutez, la soirée s'achève tout doucement. Nos 60 minutes s'achèvent déjà. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça passe très très vite. Fred, dans Il était une boîte, mais c'est d'abord à toi l'honneur évidemment. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cette très riche soirée d'Halloween en ta compagnie? Ben, tout simplement, je souhaite vous dire merci à tous d'être venus écouter, à vous d'avoir lu, à toi de m'avoir accueilli, à tous les lecteurs qui un jour visionneront la vidéo sur YouTube. Ben, merci à vous parce que ben, tout ce qui m'arrive, ben, c'est grâce à vous parce un auteur n'est rien sans ses lecteurs. Et voilà, c'est par moments, je ne réalise pas la chance que j'ai d'avoir des gens comme ça qui viennent de plus en plus nombreux acheter mes bouquins. Et voilà, merci du fond du cœur parce que c'est vous qui fait de ma vie artistique ce qu'elle est aujourd'hui et je suis franchement comblé. Eh bien, que ce soit sur Discord ou sur YouTube, merci infiniment de votre présence. Ces rencontres, elles n'auraient pas la même saveur sans vous et je pense que nous en avons plus que jamais besoin, tous ensemble. Fred, merci beaucoup pour cette heure dans la boîte. Bou, merci pour la lecture de la défaite. Vous revenez ici quand vous voulez. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la boîte, c'est gratuit. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe sur Facebook, c'est gratuit aussi et ça le restera toujours, comme dirait Marc. Les liens vont apparaître comme par magie pendant le générique. Je vous dis, je ne recule devant aucun sacrifice dans la technologie. Euh, Parlez de la boîte autour de vous un maximum et je vous dis à très bientôt pour d'autres moments à ne pas rater. D'ici là, n'oubliez pas de lire, d'être curieux. Prenez bien soin de vous et des autres. Belle fin de soirée à tous et je lance le générique. À très 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 bientôt.